Il y a manifestement putschistes et putschistes, c'est en tout cas ce que l'on peut penser suite à la visite en France de Brice Oligui Nguema, le président de la transition gabonaise, reçu chaleureusement par Emmanuel Macron. Mais pourquoi le président gabonais a-t-il des égards auxquels n'ont pas droit les chefs d'État de l'Alliance des États du Sahel, par exemple? Les explications de Stéphane Ballon, rédacteur en chef Afrique à France 24. on, que ce soit à Paris ou à Libreville, on refuse la comparaison. On refuse la comparaison entre ce qui se passe au Gabon et ce qui se passe au Sahel. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que on vous dit, aussi bien à Paris qu'à Libreville, que la situation de la transition au Gabon est plus lisible. Lisible pourquoi? Parce que on a un chronogramme, on connaît les différentes étapes de cette période de transition qui va durer 2 ans et qui va se terminer par une élection présidentielle en août 2025. Par ailleurs, on vous dit qu'il y a eu un dialogue national qui a impliqué tous les acteurs, y compris la société civile, et qui va aboutir à l'élaboration d'une nouvelle constitution, ce qu'on ne voit pas dans les autres pays qui ont connu des putschs. Et vous ajoutez à cela le fait que les nouvelles autorités gabonaises qui sont arrivées, certes, à la faveur d'un coup d'État, n'ont pas ici tenu de propos hostiles à la France. En gros, je résume, c'est pas pareil parce qu'au Gabon, il y a un calendrier électoral et une visibilité qu'il n'y a pas au Burkina, au Niger, au Mali. Et aussi parce qu'au Gabon, il n'y a pas de manif anti-française. Vous y croyez, vous? N'y a-t-il pas là un deux poids, deux mesures de nature à alimenter le fameux sentiment anti-français, Caroline Roussy? Alors, deux choses. La première chose, c'est que, comme vous l'avez dit en me présentant, j'ai récemment dirigé une revue internationale stratégique sur la question du sentiment anti-français, qui est une expression qu'avec mes différents collègues, hein, donc je rappelle quand même Achille Mbembe, Lionel Zinsou, Elgas, Ramal Idrissa et consorts, on conteste. Hein, nous, on considère que c'est une tentative de dépolitisation des enjeux et avec et bien évidemment un certain nombre de risques que vous voyez tout de suite en plaçant de facto les Africains du côté de l'émotion et non de la raison. Donc je suis extrêmement prudente par rapport à l'utilisation de ce terme, tout en sachant que bien évidemment on va pas être naïf non plus. Il y a mais marginalement on peut pas le quantifier, hein, des personnes qui sont peut-être anti-françaises de manière, comment dire, irréversible. Voilà, déjà pour ce premier point. Concernant votre deuxième point, qui est la question du deux poids, deux mesures, oui, vous avez tout à fait raison. On a le souvenir d'un Emmanuel Macron au sec d'Idriss Déby, qui, quelque part, a doublé son fils, Mahamat Déby, à la tête du Tchad. Hein. Je ne suis pas sûre qu'à l'époque, il y ait eu une feuille de route extrêmement claire, hein, puisque, comme vous le savez, eh bien, il y a eu une élection présidentielle il y a de cela quelques semaines qui a porté Mahamat Déby, qui, normalement, suivant la transition, ne devait pas être candidat. Il est aujourd'hui président de la République du Tchad. Maintenant, on voit bien aussi que la diplomatie française est dans une séquence de réorientation stratégique. Alors effectivement, c'est pas encore tout à fait clair parce que ça n'a pas été assumé par le chef de l'État. Moi, à cet égard, quand même, je voudrais souligner le rapport Fuchs-Tabarot qui est extrêmement lucide, hein, sur l'état des relations, sur les erreurs qui ont été commises au cours des dernières décennies, des dernières années, qui porte un constat extrêmement lucide. On voit aussi, pour fréquenter donc quand même les institutions, qu'il y a une réorientation du discours. Voilà, on est dans une stratégie gagnant-gagnant. On travaille davantage, enfin, en regardant bien évidemment la balance commerciale. Hein. Là, je cite une note du Trésor public français en date du 9 avril 2024. Les partenaires de la France l'Afrique du Sud, le Nigeria, l'Angola, et en réalité, on est dans l'étape d'après. Hein, c'est un travail qui avait commencé depuis plusieurs années, mais on voit ce discours, ces éléments de langage commencent à être diffusés eh bien, dans l'espace public. Alors, je ne pense pas que les pays du Golfe
de Guinée, excusez-moi pour le lapsus, ait été complètement oublié au regard des nouvelles nominations d'ambassadeurs qui, en Guinée-Conakry ou au Bénin, hein, ce sont des personnalités qui étaient directement rattachées à la cellule Afrique de l'Élysée. Donc on voit qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. La France a joué de velours dans la crise sénégalaise, rencontrée notamment suite à la volonté de reporter la présidentielle par Macky Sall en date du 3 février dernier. Il y a une réorientation stratégique. Est-ce que cela fait partie de cette réorientation stratégique d'être dans la réelle politique et arrêter de condamner les coups d'État, de donner des leçons, puisque c'est quand même ce qui est reproché à la France, hein. On notera aussi le silence assourdissant par rapport à la révision constitutionnelle au Togo. Donc, est-ce que ça fait partie de cette stratégie? Évidemment, je ne suis pas dans les instances qui en décident, mais en tant qu'observatrice, je trouve cela plutôt intéressant. Bien évidemment, il faudra sans doute que cela soit clarifié dans le cadre d'une politique. Ce que Emmanuel Macron avait balayé d'un revers de rhétorique en affirmant lors du discours de Ouagadougou qu'il n'y avait plus de politique africaine de la France. Alors, Félix, est-ce que Paris a encore le choix, alors même que Mahamat Idriss Déby, parrainé dès sa prise de pouvoir par Emmanuel Macron, fait les yeux doux à la concurrence russe sans vergogne? Est-ce que la France n'est pas contrainte à la réelle politique et notamment à adouber finalement ceux qui ne la détestent pas trop, notamment Brice Oligui Nguema? Oui, elle est dans la réelle politique, ou bien même on pourrait dire que le problème avec Emmanuel Macron sur ce qu'on pourrait appeler sa politique africaine, c'est qu'elle est extrêmement erratique et que lui qui prétend incarner la raison et qui ne voudrait pas prendre les décisions par émotion, on s'est rendu compte qu'en réalité, c'est l'émotion qui l'a guidé dans les crises les plus importantes, notamment avec le Mali et avec le Niger. Toute l'activité agressive qui avait été menée contre ces deux pays, s'il avait utilisé ne serait-ce qu'un peu la raison, on n'aurait pas été dans la situation qui est celle que l'on connaît actuellement, qui est une situation de quasi-absence de relation. Mais toujours est-il que situation, la donne a changé en Afrique. Les pays africains ne sont plus de petits pays où 500 hommes peuvent faire l'histoire. Comme le disait cet ancien 500 parachutistes peuvent faire l'histoire, comme le disait cet ancien ministre des Affaires étrangères français. Donc, ce sont des pays qui ont plusieurs millions de personnes. Pour pouvoir tenir la population d'une capitale africaine telle que Ouagadougou, il faut plusieurs milliers d'hommes. Et donc, les recettes du passé ne sont plus efficaces. Nous sommes dans la construction de quelque chose de nouveau. Ce qu'il est à espérer, c'est que la France en tienne compte et qu'elle réfléchisse aux meilleurs moyens de préserver ses intérêts stratégiques et qui consiste aussi à être dans un monde de coopération avec les pays africains. C'est une page qui se tourne, même qui s'est tournée, donc il faut rebâtir quelque chose de nouveau. Jean-François, est-ce que on peut finalement, est-ce que ça vaut même la peine de noter que Emmanuel Macron a reçu Brice Oligui Nguema alors qu'il fait la tête aux dirigeants de l'AES? Est-ce que finalement, il n'est pas dans une logique symétrique à celle des autres pays, c'est-à-dire entretenir la clientèle et les gens qui nous soutiennent ou bien avec lesquels nous avons des relations diplomatiques particulièrement fortes? Alors, ça vaut toujours la peine de signaler tout élément qui permet de comprendre une politique, fût-elle erratique, comme cela vient d'être dit. C'est un élément qui démontre une fois de plus que la France en Afrique est déboussolée. Elle est même dépassée. Elle est même dépassée, et je crois que dans les nouvelles élites françaises,
il n'y a pas presque plus de goût d'Afrique. Il y a, en tout cas, de recherche de connaissances intimes de l'Afrique. Et ce qui s'est passé en ce qui concerne la France, ce qui se passe actuellement, à mon avis, est lié au fait que la France, depuis la décolonisation, n'a pas pris le temps ou n'a pas souhaité sonder le réel africain. Et aujourd'hui, il est dépassé par la jeunesse africaine, par la population africaine et par une énergie africaine. Et Emmanuel Macron, si la France, je préfère parler de la France, mais la France aujourd'hui n'a plus de politique africaine, n'a plus une seule politique africaine. On a des chapelles, plein de chapelles dans ce pays qu'est la France, qui ont, certaines tiennent à la France-Afrique, d'autres essaient de passer à autre chose, d'autres censurent de la neutralité, d'autres sont attirés vers l'Amérique du Sud ou vers l'Asie, vers le pôle asiatique. Et donc, face à tout cela, Emmanuel Macron, comme président de la République, n'a pas réussi, ne serait-ce que sur le plan intérieur, à réunifier cet ensemble-là. Et donc, la réception du président de la transition gabonaise ne fait que marquer une fois de plus ce côté de la France qui est perdu en Afrique. Mais il y a une dimension, je terminerai juste là, qui est celle de la transition gabonaise, indépendamment de la France. Indépendamment de la France, et vous aviez évoqué, ça a été évoqué dans le commentaire, ça pose aussi, les coups d'État se suivent, et on peut se poser la question de savoir si les coups d'État en Afrique se ressemblent. Il y a des gens qui ont posé la question, qui ont répondu, certains ont répondu non, que ces coups d'État-là ne se ressemblent pas. Dans le contexte gabonais tout particulièrement, il ne faut pas perdre de vue quand même les conditions dans lesquelles ce coup d'État a été fait et contre qui cela a été fait, contre quel type de pouvoir cela a été fait. Nous avons un coup qui a mis fin à un projet de pouvoir à vie, de règne à vie de la famille Bongo. On peut dire à plusieurs vies d'ailleurs. À plusieurs vies du clan Bongo. À la limite, n'est pas loin. Il n'est pas loin. Il n'est pas loin. Ceci, on peut dire, de ce point de vue, on peut admettre avec ceux qui disent bon, le coup d'État a été le bienvenu, mais ensuite, il faut évaluer ces pouvoirs-là à ce qu'ils vont faire du pays, à ce qu'ils vont faire du régime politique, à leur pratique politique. Est-ce qu'ils vont aussi tenter de rester au pouvoir à vie, tenter de se construire des constitutions à leur mesure pour pouvoir exercer un pouvoir sans partage, etc., etc. Et de ce point de vue-là, c'est un véritable enjeu pour nous, Africains. Mais malheureusement... Et quelle est la tournure que prend Brice Oligui Nguema, selon vous? Alors, au début, j'avais eu à faire un commentaire quelques semaines après la prise du pouvoir, voire même 2 mois après la prise du pouvoir par Oligui Nguema, et je trouvais que les premiers signes qu'il avait esquissés étaient plutôt annonciateurs de quelque chose de positif. Il recherchait la concorde nationale, pas de vindicte populaire. Il avait annoncé qu'il construirait une constitution et qu'il partirait. Mais nous savons tous que tous les pouvoirs qui arrivent dans ces conditions-là promettent des choses. Maintenant, nous sommes dans le processus constituant. Le processus constituant est aujourd'hui en cours au Gabon. On a annoncé, il y a eu un dialogue national qui a dégagé des pistes. Maintenant, on attend la concrétisation de tout cela. C'est aux actes, je crois, qu'il faut juger les transitions et aux orientations de ces transitions vers plus de démocratie, plus de liberté pour les populations, et puis plus de bien-être aussi, moins de captation de la richesse nationale par des clans. Et c'est tout cela qui est intéressant à regarder, mais à regarder a posteriori. Alors, Franck, on peut se dire que Macron a reçu Oligui Nguema parce qu'il panique à l'idée que Poutine en profite pour lui envoyer Lavrov. Aujourd'hui, la concurrence est tellement acharnée qu'on ne peut plus bégoter et dire à celui-ci, il n'est pas encore élu, j'attends. Je pense que dans la tête d'Emmanuel Macron, c'est ce qui se passe. Et je suis persuadé que lui-même ne comprend pas sa démarche en ce moment même sur le continent. Parce que prenons 2 exemples précis. On a le coup d'État au Niger, avec la séquestration de l'ancien président. On a le coup d'État au Gabon, avec
pratiquement les mêmes conditions. Ali Bongo, on a une plainte là contre le pouvoir actuel, Oligui. Ali Bongo serait séquestré. On a les membres de sa famille, sa femme, son fils qui sont en prison. Et Emmanuel Macron qui déroule le tapis rouge au général Oligui, pendant que hier, il tensait le général au pouvoir à Niamey de tous les noms d'oiseaux. Et aujourd'hui, on ne comprend pas la démarche d'Emmanuel Macron vis-à-vis, c'est vrai, vous l'avez dit, c'est là que c'est à voir au cas par cas, mais la démarche au cas par cas remet en cause les prises de position dans différents cas de figure. Nous avons vu le Tchad, c'est Emmanuel Macron, le premier, qui a intronisé, avant même que les Tchadiens ne prennent acte du coup d'État du fils. Quand c'est Emmanuel Macron même qui s'est dépêché à N'Djamena pour introniser Déby Fils. Déby Fils qui n'est pas très reconnaissant puisqu'il joue de la concurrence avec la Russie. Oui, non, mais il joue du fait que le Tchad est le dernier rempart dans le Sahel à être proche de la France, et c'est ce qui fait que il peut un peu jouer sur ces relations entre la Russie et la France, parce qu'il sait que quoi qu'il arrive, la France va plus ou moins continuer de l'adober, continuer de le caresser, voilà, dans le sens du poil, parce qu'elle n'a pas le plan B. C'est là-bas que se trouve l'une des dernières bases militaires français, plus d'1 millier de militaires à N'Djamena. Donc, en fait, c'est la démarche même d'Emmanuel Macron qui est incompréhensible aussi bien pour lui-même et que pour le Quai d'Orsay. C'est une diplomatie du désespoir, en fait, parce que et qui peut déboucher sur le pire pour nous, parce que dans la situation, c'est le cas au Gabon, mais c'est le cas également en République centrafricaine. Souvenez-vous, le président Touadéra a été reçu alors que quelques mois auparavant, on disait pique et pendre sur le président Touadéra, et là, c'est la France qui lui ouvre grand les bras sans contrepartie. C'est une diplomatie du désespoir, et une diplomatie du désespoir qui, si elle est bien comprise par les gouvernants africains, signifie la France est aujourd'hui prête à vous accompagner dans n'importe quel projet de gouvernance que vous avez, parce qu'on veut quand même avoir un tout petit peu le pied en Afrique.